Eh bien, bonjour mon cher Florian, bienvenue dans cette matinale de Bonjour géopolitique. Nicolas et bonjour à tous. Merci de m'y accueillir. Alors, Florian, peut-être pourrions-nous débuter ce thème, les thèmes différents que nous pourrions évoquer ensemble, peut-être par les négociations de paix, Floride, Zelensky en France, et aujourd'hui Steve Witkoff à Moscou. Les choses avancent, elles semblent avancer dans le bon sens, malgré des Européens qui freinent des quatre fers. Oui, je crois qu'il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder ce qui se passe pour comprendre. C'est-à-dire qu'on a une dynamique de paix qui s'est incontestablement mise en place et on la doit à l'administration Trump qui, là-dessus, veut accélérer avec, on le sent, une mise à l'écart de Zelensky. Dans la délégation ukrainienne en Floride, et il n'y avait pas Zelensky. Et d'ailleurs, son principal bras droit a été éliminé par l'affaire de corruption. Alors évidemment, l'affaire de corruption, elle existe, elle est vraie, mais on imagine bien que le calendrier, il est aussi arrangé par, on imagine, une influence américaine. Il ne faut pas être dupe là-dessus. Mais ça part de faits vrais, d'affaires qui sont parfaitement documentées et d'une corruption qui est endémique dans ce pays. Mais on voit bien que progressivement, Zelensky est mis de côté. Il trouve refuge en fait encore dans quelques pays, dont la France de Macron, bien sûr, dans ce système européiste. Et on a vraiment, vous le disiez, effectivement, une Union européenne qui freine des quatre fers parce que ça paraît clair. Il suffit d'entendre hier Macron en conférence de presse, il ne veut pas la paix. Il n'a jamais été aussi agressif vis-à-vis de la Russie que maintenant, ce qui est quand même particulier dans un moment où on pourrait attendre que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Ben non, lui, il en fait des tonnes. Et même Barrot menace la Russie de nouvelles sanctions. Donc je pense que ce serait le 20e paquet de sanctions, c'est ça, européen. Pile au moment où on est censé être en négociation pour aller vers la paix. Et puis Zelensky, j'entendais, vous savez, juste avant de prendre l'antenne, j'entendais un reportage sur France Info qui disait, la radio, qui disait, c'était les soldats ukrainiens qui étaient interrogés à Kiev par France Info et qui disait, il y en a un d'entre eux qui disait, mais Zelensky ne peut pas signer la paix parce que sinon c'est la révolution contre lui et de la part des éléments les plus extrémistes qui sont autour de lui et il est dégagé du pouvoir. Voilà, enfin une parole de vérité sur un média grand public. Effectivement, Zelensky, lui, il doit son pouvoir, il tient son pouvoir de la guerre. Et s'il y a la paix, d'abord il doit y avoir des élections, donc il perdra, ou alors avant cela même, il sera effectivement dégagé par la frange la plus bandériste et la plus extrémiste du pays. Donc on a une alliance ici entre les européistes qui veulent la guerre pour construire l'armée européenne, qui ont besoin de ce récit, un Macron qui a besoin de ce récit, y compris peut-être pour vouloir enjamber l'élection présidentielle, créer un état de panique et puis se maintenir dans une position, parce que sinon il n'est strictement plus rien. S'il est même plus chef de guerre, il n'est strictement plus rien. Et puis un Zelensky qui en a besoin pour se maintenir au pouvoir. C'est cette conjonction d'intérêts entre les trois qui fait qu'il reste un abcès de guerre là, qu'il faut crever. Il faut faire couler le pu. Voilà, le pu doit sortir de l'abcès. Et ce qui me rassure, c'est quand même que l'équipe Trump a l'air extrêmement déterminée à ne pas leur laisser une seconde de répit. Voilà, donc Witkoff est en route pour Moscou. Ils n'ont pas envoyé Rubio, qui est quand même, Rubio est toujours un peu... Enfin, Rubio est moins franc du collier, je trouve, que Witkoff. Rubio, c'est quand même l'ancienne manière de faire. Voilà, il est un peu plus dans la main des néocons, on le sent, même s'il ne l'est pas totalement. Alors que Witkoff, c'est quand même plus clair. Et Rubio n'a pas été envoyé voir Poutine. C'est Witkoff qui a été envoyé. Donc on sent bien que Trump, malgré les opérations de déstabilisation de la semaine dernière, quand Bloomberg a sorti les enregistrements sur Witkoff, qui étaient censés le discréditer, ben non, Trump, au contraire, a redoublé de confiance en Witkoff, l'envoie voir Poutine à Moscou. Donc ça me rassure, c'est-à-dire qu'il y a une volonté. Mais par contre, l'attitude de Macron et des européistes ne me rassure pas du tout. Ah Je oui. pense qu'ils sont capables du pire. Y compris des opérations sous faux drapeau. Il faut quand même maintenant s'attendre à des provocations qui viendront peut-être en Pologne ou dans les pays baltes pour essayer d'exciter la guerre. On verra. Risque d'attaque sous faux drapeau, l'OTAN qui est prêt à envisager des frappes préventives. Je crois que vous en avez parlé aussi sur X. Oui, tout à fait. Alors ça a été sorti. Ça a été sorti par un amiral italien. C'est ça. Voilà, dont j'ai oublié le nom ici, mais qui, alors c'est une information. Je vais vous le retrouver. Ouais. Allez-y.
Pagon, ou je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est ça, une information qui a été donnée, il me semble, par le Wall Street Journal ou le FT ou le Financial Times, un des deux, tout à fait officiel. Et il a déclaré, maintenant, on va être davantage proactif par rapport à la Russie. Et y compris, nous pouvons considérer que des frappes préventives... Voilà, c'est le Financial Times, tout à fait, voilà. Et c'est l'amiral Giuseppe Cavo Dragon. Dragon, voilà. Donc c'est ça, dans le Financial Times, c'est ce qu'il y a de plus officiel. Et cet amiral déclare, qui est commandant de l'alliance militaire, qui est quand même à un très haut niveau dans l'OTAN, déclare qu'effectivement une frappe préventive sur le sol russe pourrait être considérée comme un acte défensif dans la doctrine de l'OTAN. Donc c'est quand même assez amusant de voir comment les masques tombent, comment ce qu'on nous a présenté comme une alliance défensive, l'OTAN, et on n'avait pas le droit de dire autre chose, sinon on était vraiment complotiste ou poutiniste, est en fait en train de tomber le masque. Et évidemment, c'est une structure qui est de plus en plus éloignée d'ailleurs des dynamiques trumpiennes, ce qui pourrait paraître paradoxal, puisque les États-Unis en financent encore 70%, mais on sent bien qu'il y a un clan à l'intérieur de l'OTAN qui n'est pas du tout trumpien, qui n'est pas du tout pro-paix, et que ce clan, il doit justifier son existence même. C'est le problème de toute organisation qui n'a plus aucune raison d'être, qui aurait dû disparaître en 1991, en même temps que chutait le pacte de Varsovie et que chutait l'URSS et que disparaissait la guerre froide. L'OTAN devait disparaître puisqu'elle avait été faite pour ça. Mais non. Donc, d'année en année, de décennie en décennie, elle doit justifier son existence. Et là, elle est prête à aller très très loin parce qu'elle sent que s'il y a un accord de paix, voire des relations commerciales florissantes, comme on entend parler entre les États-Unis et la Russie, c'est une catastrophe pour l'OTAN. De quoi elle va vivre? Ça va être qui le méchant? Et je veux dire, un James Bond sans méchant, ça ne fait pas de vue, ça ne fait pas d'entrée au cinéma. Vous voyez, il faut un méchant, il faut un antagoniste. Un jeu vidéo où il n'y a pas à la fin le grand boss, le méchant, l'antagoniste, ça ne marche pas. C'est pareil pour l'OTAN. Il faut un méchant. Et le méchant formidable, c'est le Ruskov, c'est le russe. S'il n'y a plus le russe, qu'est-ce que fait l'OTAN? Et comment vont être payés les généraux de plateau télé qui ont tous grenouillé à l'OTAN, qui sont tous rémunérés par l'OTAN, qui grenouillent tous dans les think tanks qui dépendent de l'OTAN? Que vont devenir les consultants sur les chaînes info qui ont parfois, on a l'impression, 16 ans et demi et qui sont déjà biberonnés à l'OTAN et qui sont déjà payés par les think tanks de l'OTAN d'une manière directe ou indirecte? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est tout cet écosystème qui se rebelle. Lui, il ne peut pas accepter la paix. Lui, il a envie d'envoyer vos enfants et vos petits-enfants crever là-bas parce qu'il faut bien les nourrir eux. Voilà. Mais c'est aussi cynique que ça, je suis désolé de le dire, mais c'est ça, il faut comprendre. Il faut mettre la main dans la glaise pour comprendre l'horreur de ce système et pour comprendre à quel point il faut s'en débarrasser. Donc la France n'a rien à faire dans l'OTAN, l'OTAN n'a rien à faire à la surface de la Terre, et la France n'a rien à faire dans l'Union européenne aussi, au passage, puisqu'on en parlait avant, bien évidemment, et l'Union européenne elle-même comme organisation n'a rien à faire à la surface de la Terre. Toutes ces structures doivent disparaître pour le bien de l'humanité et à commencer pour le bien des Français.